Dans les titres de l'actualité, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce vendredi dans les principales villes d'Haïti sur appel de l'opposition qui réclame la démission du président Jovenel Moïse. Le Soudan a nommé à la tête de son système judiciaire une femme, la première à ce poste dans ce pays du nord-est de l'Afrique. Et puis le Nobel de la paix a récompensé ce vendredi le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour ses efforts visant à résoudre le conflit de longue date avec l'Érythrée voisine. À Kinshasa, des manifestants ont incendié des pneus sur la chaussée et bloqué des routes sur le boulevard Lubumba menant à l'aéroport de Ndili. Le quartier Limete, dans le centre de Kinshasa, était également paralysé vendredi en fin de matinée. Les manifestants, principalement des hommes, ont pris d'assaut ce quartier résidentiel où est situé le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti présidentiel, dénonçant la disparition de l'avion cargo. Tous pointaient d'un doigt accusateur le camp de l'ex-président Joseph Kabila d'être derrière la disparition de cet avion. Si le mal arrivé au président, le peuple va se manifester de manière incontrôlable. Que le mariage là de FCC cache, c'est un mariage entre démons et anges. Ça ne va pas tenir. Vous commencez à voir comment Kabila est en train de planifier pour tuer l'espoir du peuple congolais. Ce n'est pas un accident, c'est bien programmé, c'est un coup d'État même. C'est un coup d'État, bien préparé, bien planifié. L'avion cargo qui transportait au moins 8 personnes, dont des militaires, a disparu jeudi dans l'est de la RDC. Tôt vendredi matin, l'autorité de l'aviation civile de la RDC avait indiqué qu'un avion cargo de type Antonov 72 opéré par la force aérienne de la RDC, assurant la logistique présidentielle jeudi et qui avait à son bord 4 membres d'équipage et 4 passagers civils et militaires, a perdu contact avec le centre de contrôle 59 minutes après son décollage de Goma. Le président Tshisekedi était rentré jeudi soir à Kinshasa après avoir bouclé sa deuxième visite de 4 jours dans la région de Beni, au nord Kivu-Est, l'une des zones les plus instables de l'est du pays. C'est une première au Soudan. Une femme vient d'être nommée à la tête de la Cour suprême sur décision des 11 membres du Conseil souverain. Elle a nom Nemat Abdallah Mohamed Kher Abdallah Kaye. Sa nomination intervient alors que depuis des semaines, des manifestations réclament une justice plus indépendante dans le pays. Ancienne juge de la Cour suprême, Nemet Abdallah Kaye, qui travaille dans le secteur judiciaire depuis les années 80, supervise désormais l'ensemble du système judiciaire du pays, entré fin septembre dans une période de transition après la destitution par l'abbé d'Omar El-Béchir le 11 avril sous la pression populaire. Ancienne responsable des affaires administratives de la Cour suprême, elle est notamment connue pour un arrêt pris en novembre 2016 qui a sauvé une église d'Omdurman près de Khartoum. Un homme d'affaires proche du pouvoir souhaitait détruire l'édifice. La décision prise par la juge a stoppé le projet, constitué au total de 4 femmes, le gouvernement du Premier ministre Abdallah Hamdok, le premier depuis la chute d'Omar El-Béchir, a prêté serment le 8 septembre dernier. Ce nouveau gouvernement doit diriger le pays durant une période de transition de 39 mois, supervisée par le Conseil souverain, une instance à majorité civile et où siègent 2 femmes. Ce conseil a également prolongé ce jeudi de 3 mois l'état d'urgence imposé par Omar El-Béchir le 22 février, confronté alors à un vaste soulèvement populaire déclenché en décembre 2018 par le triplement du prix du pain. Depuis son accession au pouvoir en avril 2018, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a hérité de beaucoup de défis, mais l'homme a multiplié les efforts pour mettre son pays sur le chemin de la prospérité.
Après plusieurs années de protestations antigouvernementales ayant mené à la démission de son prédécesseur, le Premier ministre a, de fait, initié un rapprochement au pas de charge avec l'Érythrée, ancienne province éthiopienne. Sur le plan intérieur, il a rompu avec l'autoritarisme de ses prédécesseurs, libéré des milliers de prisonniers politiques, créé une commission de réconciliation nationale et levé l'interdiction de certains partis politiques. Mais ces efforts se heurtent à de nombreux obstacles. La paix avec l'Érythrée peine à porter ses fruits, tandis que l'Éthiopie est le théâtre de violences intercommunautaires. En somme, c'est une distinction bien méritée par son bénéficiaire. Le président de la Commission de l'Union africaine l'a félicité pour ses efforts historiques pour construire la paix qui ont donné de l'espoir au monde et à un moment où il a plus que jamais besoin de leaders à son service. Le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed a de son côté affirmé que les Éthiopiens sont fiers en tant que nation, estimant dans un communiqué que ce prix est la reconnaissance du travail du Premier ministre pour l'unité, la coopération et la coexistence. De petits groupes sont sortis dans la rue avant même la fin de la grande prière musulmane hebdomadaire qui a marqué, comme d'habitude, le coup d'envoi du 34e vendredi consécutif de manifestation du Irak, ce mouvement inédit de contestation du régime, né le 22 février en Algérie. « Oh Gaïd Salah, pas de vote cette année », scandent les manifestants, dénonçant une nouvelle fois l'élection présidentielle que le pouvoir de facto aux mains du haut commandement militaire incarné par le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, entend organiser à tout prix le 12 décembre, à 2 mois de ce scrutin destiné à élire un successeur à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika que la rue a contraint à quitter le pouvoir en avril. Après 20 ans à la tête de l'État, les positions des deux camps sont plus que jamais irréconciliables. Le général Gaïd Salah, véritable homme fort du pays, présente le scrutin présidentiel comme la seule voie de sortie de crise, tandis que le Irak n'y voit que moyen de perpétuation du système au pouvoir depuis l'indépendance algérienne en 1962. Président du Rassemblement Action Jeunesse, une association citoyenne, chef de file du Irak, Abdelwahab Fersaoui a été arrêté jeudi matin lors d'un rassemblement de soutien aux militants, journalistes, étudiants ou citoyens appréhendés ces dernières semaines dans ou en marge des manifestations et placé en détention préventive. On n'a pas d'autres nouvelles de lui, a expliqué ce vendredi Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. La contestation commence à paralyser les activités en Haïti. Dans la capitale Port-au-Prince, des milliers d'habitants des quartiers les plus pauvres ont marché en direction de la résidence du chef de l'État. Dans le même temps, plusieurs barricades étaient dressées sur leur passage. Les manifestants accusent la minorité bourgeoise, selon eux, qui continue de soutenir Jovenel, les laissant vivre dans la misère. La colère populaire contre le président Jovenel Moïse, décriée par les opposants les plus radicaux depuis son arrivée au pouvoir en février 2017, s'est accentuée fin août à la suite d'une pénurie de carburant généralisée à travers le pays. Majoritairement jeunes et issus des quartiers défavorisés, les manifestants exigent d'autant plus la démission du chef de l'État que des entreprises qu'il dirigeait avant son entrée en politique ont été épinglées par la Cour supérieure des comptes comme étant au cœur d'un stratagème de détournement de fonds. Vendredi après-midi, des affrontements violents ont opposé manifestants et policiers. Des grenades lacrymogènes ont été largement utilisées par les forces de l'ordre. D'après le directeur d'Amérique latine de Reporters sans frontières, les conditions de travail des journalistes haïtiens qui couvrent la crise sociale dans le pays sont extrêmement dangereuses et préoccupantes par l'intensification des attaques contre la presse dans ce pays. Quelques 486 000 personnes ont déjà été contraintes de fuir à l'intérieur du pays, dont 267 000 au cours des 3 derniers mois seulement, a indiqué le porte-parole du HCR, Andriou Mbogori,
pendant une conférence de presse à Genève. De plus, 16 000 autres personnes sont réfugiées dans les pays voisins, a ajouté le porte-parole. Le précédent chiffre donné par les autorités burkinabées faisait état de 300 000 déplacés. Ces personnes déplacées fuient vers les grandes villes à cause des groupes djihadistes, mais aussi en raison des violences intercommunautaires exacerbées par les attaques. La région du centre-nord accueille le plus grand nombre de personnes déplacées, avec plus de 196 000 personnes dans la seule province de San-Mantenga, suivi par la région du Sahel avec 133 000 personnes dans la province de Soum, selon le HCR. Les perspectives de retour immédiat dans leur région d'origine sont faibles. Par conséquent, leurs besoins augmentent ainsi que ceux des familles d'accueil déjà vulnérables aux crises alimentaires et nutritionnelles, a souligné Mbogori. Le porte-parole a également fait état d'une crise humanitaire en cours et de l'impact dramatique de ces événements tragiques sur la population affectée dans les localités de Kaya et Barsalogo, au nord-est de Ouagadougou. Selon le HCR, quelques 1,5 million de personnes ont aujourd'hui un besoin urgent d'aide humanitaire dans le pays, après que les services essentiels tels que les soins de santé, l'éducation, la liberté de circulation ont été gravement affectés par les attaques et l'insécurité généralisée. La malnutrition et la famine constituent une menace réelle, a mis en garde l'agence onusienne, appelant à une urgente réponse humanitaire coordonnée, une nécessité immédiate pour sauver des vies. À l'avant-garde du combat démocratique nigérien et résolument engagé dans la défense des scolaires nigériens et une école de qualité, l'Union des scolaires nigériens a pour la première fois depuis sa création en 1960 organisé le premier salon national des scolaires nigériens. Placé sous le thème orientation comme vecteur de réussite, la première édition a réuni scolaires, cadres de l'éducation et parents d'élèves. L'Union des scolaires nigériens a posé la problématique car selon le constat, le choix des filières de la base à l'université a toujours été un casse-tête parce que ne tenant pas compte des aptitudes des candidats et du contexte mondial. Orientation, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous avons un système éducatif mis en place, une politique éducative qui ne prévoit pas l'orientation scolaire, qui ne prévoit pas l'orientation académique. Cette dernière n'est pas ancrée, elle n'est pas accentuée alors qu'elle est l'élève principal dans la réussite académique des apprenants, qu'ils soient élèves comme étudiants. Aujourd'hui, dès le bas âge, l'élève au Niger est appelé à faire un choix. Dès l'obtention du certificat de fin d'études du premier degré, l'élève est appelé à opérer un choix. Et vous voyez le risque aujourd'hui qui existe si ce dernier n'est pas orienté. Pour cette première édition, l'Union des scolaires nigériens a invité des organisations sœurs de la sous-région africaine qui ont une certaine longueur d'avance. Dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, l'orientation des scolaires ne constitue plus un problème. Dès le niveau primaire, des scolaires peuvent tourner dos à l'enseignement général. En Côte d'Ivoire, il y avait des salons de l'orientation. Moi aujourd'hui, on est arrivé aux journées de l'orientation du bachelier. Et là-bas, c'est quand même l'action qui appelle et les parents d'élèves, et les bacheliers eux-mêmes, et les structures telles que la FESI, et les syndicats d'enseignants, pour réfléchir sur la méthode ou les mécanismes. On est arrivé à un temps où l'élève même choisissait son établissement ou sa filière. Aujourd'hui, on crée des salons pour expliquer de fond en comble la filière. Si tu veux partir par exemple en lettres modernes, les débouchés et tout ça, on t'explique ça dans ces journées-là. Outre l'expérience de la Côte d'Ivoire, l'Union des scolaires nigériens et les partenaires de l'école ont bénéficié de celle de plusieurs pays tels que le Burkina Faso, la Guinée-Conakry.